Bonjour à vous qui nous rejoignez sur Télé Djibouti. C'est votre journal de 15 heures au sommaire du journal. Le chef de l'État, chef du gouvernement Ismaël Marguerite est arrivé à Angola hier pour participer au 7e sommet de l'UE et l'UA. Et nous verrons également dans cette édition le lancement officiel d'un projet Djibouti e-Skill. Et en nouvelle du monde, l'ONU s'engage à garantir une représentation efficace des pays en développement. Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs. Le chef de l'État, chef du gouvernement, Ismaël Marguerite, est arrivé à Luanda, capitale de l'Angola, pour prendre part aux travaux de au 7e sommet de l'Union africaine, l'Union européenne, sous le thème promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme effectif. Et au cours de ces 2 jours du sommet qui marquera le 25e anniversaire du partenariat UA et UE, l'Union africaine et l'Union européenne, les dirigeants participeront donc à 2 sessions thématiques afin de débattre de la manière de renforcer la coopération dans les domaines clés, notamment la paix, la sécurité et le multilatéralisme. Ainsi que dans les domaines de migration en vue de privilégier l'expression de plaidoirie et d'apologie liée à l'essor d'une grande solidarité et d'entraide entre l'Europe et l'Afrique au sujet des défis les plus vus en notre monde actuel. Le président Ismaël Marguerite est à la tête d'une importante délégation composée du ministre des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement, Abdelkader Hussein Omar, l'ambassadeur de la République Djibouti auprès de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et représentant permanent de notre pays auprès de l'Union africaine, Abdi Mohamed Haïbé, et de l'ambassadeur de la République Djibouti auprès du Royaume de Belgique, représentant permanent de notre pays auprès de l'Union européenne, Aden Mohamed Dileta. Et en matière de multilatéralisme, l'Afrique et l'Union européenne visent à mettre en œuvre le pacte de l'avenir du programme de réforme des Nations Unies en vue de renforcer une coordination entre l'Union européenne et l'Union africaine au sein des principaux instances multilatérales, notamment au sein du G20. Et en nouvelles du pays, dans le cadre de la 7e édition de la Semaine nationale de l'handicap, l'Agence nationale des personnes handicapées, la NPH, en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le MEMFAB, a organisé ce matin une grande kermesse au centre de l'enseignement spécialisé pour les enfants à besoins spéciaux. Cette activité festive et inclusive s'inscrit dans un dynamique national visant à promouvoir l'éducation, l'intégration et l'épanouissement des enfants en situation de handicap. Ce kermesse s'est déroulé en présence de Moustapha Mohamed Mahmoud, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, et du directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, Douali Saïd Mahmoud, ainsi que la directrice du centre de l'enseignement spécialisé pour les enfants à besoins spéciaux. Leur participation a témoigné de l'engagement constant des autorités nationales en faveur de la promotion des droits des personnes handicapées et du développement d'une éducation véritablement inclusive. La cérémonie a également réuni les responsables de l'Agence nationale des personnes handicapées, des hauts cadres du MEMFAB et l'ensemble du personnel du centre. Cette journée conviviale s'est déroulée dans une ambiance festive rythmée par des activités ludiques, culturelles, pédagogiques. Elle a offert également aux enfants un moment de joie et de partage. Et je vous propose d'écouter les propos du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud.
Pour moi, c'est un grand plaisir. Et c'est un moment fort lorsque nous voyons des enfants épanouis, des enfants souriants. C'est vraiment pour ces enfants à besoins spéciaux, c'est le but de rechercher. C'est voir un enfant épanoui, voir un enfant qui s'exprime, voir un enfant avec son handicap qui fait partie de la société. Et donc je remercie le directeur général pour l'organisation de cette journée dans l'enceinte du centre EABS. La semaine nationale, c'est une semaine où nous nous interrogeons sur les avancées en matière, bien sûr, d'inclusion sociale, que ce soit pour l'inclusivité de notre système éducatif, où est-ce que nous en sommes par rapport, bien sûr, à ce qui a été fait l'année dernière. Nous avons ici, comme l'a très bien dit Madame la directrice, des enfants qui présentent différents handicaps. Et bien sûr, avec votre soutien, et bien sûr dans le cadre de la politique du président de la République, qui doit faire de notre école une école pour tous, une école de qualité et inclusive. C'est bien sûr l'objectif premier de notre système éducatif. Et alhamdoulilah, en voyant le nombre d'inscrits qui augmente chaque année dans ces centres, on voit que bien sûr, de plus en plus, nous avons dans ces centres des enfants qui présentent des handicaps lourds, mais nous avons aussi dans nos écoles, dans nos différents établissements scolaires, des enfants qui présentent un handicap, mais un handicap léger. Et notamment, nous avons l'accompagnement des experts cubains, mais aujourd'hui, nous avons aussi un pool d'experts, d'enseignants djiboutiens qui ont toute l'expertise également pour pouvoir dispenser cet enseignement spécialisé et ces enseignements, bien sûr, adaptés par rapport à l'handicap de l'enfant. Il n'est pas facile de diriger un centre de ce type, donc je voudrais féliciter la directrice du centre, féliciter également les équipes qui l'accompagnent, les équipes d'encadrement qui l'accompagnent et qui la soutiennent, mais également le corps enseignant. Donc vraiment, ce qui est en train de se faire ici, Monsieur le Directeur Général, c'est quelque chose d'exceptionnel. Monsieur le Directeur Général, une bonne semaine, Inch'Allah, parce que cette semaine, c'est une semaine de sensibilisation, c'est une semaine d'information, c'est une semaine de remise en question par rapport à nos avancées. Et Inch'Allah, nous allons la clôturer en beauté, en présence du Président de la République qui va parrainer la fin de cette semaine, Inch'Allah. Et toujours dans le même cadre de cette 7e édition de la Semaine nationale de personnes à besoins spéciaux, l'Agence nationale des personnes handicapées, en étroite collaboration avec l'organisation humanitaire Qatar Charity, a organisé ce matin une cérémonie officielle de remise des clés de moto tricycle destinées aux personnes à besoins spéciaux. L'événement s'est tenu sur le site de Aramous dans une atmosphère empreinte de solidarité, d'inclusion et de soutien envers les personnes en situation de handicap. Là, cette initiative s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par l'Agence nationale des personnes handicapées et ses partenaires pour promouvoir l'autonomie, faciliter la mobilité et améliorer les conditions de vie des bénéficiaires. Les motos tricycles remises aujourd'hui continuent donc d'être un outil essentiel permettant aux personnes à mobilité réduite de se déplacer plus facilement. Cette cérémonie s'est déroulée donc en présence de Ali Tidouaïs, le directeur général, le consul de l'État de Qatar Charity, ainsi que la directrice du bureau de Qatar Charity à Djibouti, la vice-présidente de l'Assemblée nationale et notamment donc autres partenaires. Autre nouvelle du pays placée sous le patronage de la ministre de la Solidarité et des Affaires sociales, Loufa Ismail Abdo, l'ADDS a organisé une cérémonie de remise de certificats à l'intention des maires, conseillères et des agents communautaires ayant achevé une formation portant sur la nutrition, la santé maternelle et infantile, l'animation sociale ainsi que la sensibilisation des jeunes dans la santé sexuelle et reproductive et à la prévention des drogues, éducate et autres thématiques connexes. L'événement s'est déroulé au sein de l'UNFD dans le cadre du projet Immobilisation de la communauté pour une meilleure nutrition mis en œuvre par la DDS grâce au financement du gouvernement du Japon. Au total,
Une somme de 135 participants ont bénéficié donc de cette formation. Cette cérémonie haute en couleurs a réuni un large éventail d'autorités. Parmi les personnalités présentes figuraient la représentante de la Banque mondiale, celle du PAM, l'ambassadeur du Japon, le secrétaire général du ministère de la Santé, le directeur général de l'ADDS, la vice-présidente de l'Assemblée nationale et la secrétaire générale du UNFD, ainsi que la maire adjointe. Les différents intervenants ont unanimement félicité les lauréats et les ont encouragés à mettre en valeur les compétences acquises au cours de cette formation. Dans son allocution, la ministre a salué l'implication du ministère de la Santé, de la DDS et l'ensemble des experts mobilisés. Elle a également donc exprimé sa gratitude envers les partenaires, notamment la Banque mondiale et le Fonds japonais pour le soutien essentiel. Elle a par ailleurs donc rendu hommage appuyé à l'UNFD qui, depuis sa création, accompagne avec constance et détermination les actions du gouvernement en faveur du bien-être des familles, de l'autonomisation des femmes et la protection des enfants. Sous le leadership donc éclairé du président de la République et de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd. Enfin, donc les officiels ont procédé aux remises de certificats en fin de journée. D'être parmi vous aujourd'hui pour la célébration de fin de formation consacrée aux agents communautaires et aux mères conseillères dans le cadre du projet Mobilisation des communautés pour une meilleure nutrition, financé généreusement par le Fonds social de développement du Japon et administré par le groupe de la Banque mondiale. Au nom du groupe de la Banque mondiale, nous saluons vivement les efforts et l'engagement de toutes ces parties prenantes. Le projet mis en œuvre par la DDS s'inscrit pleinement dans la stratégie du gouvernement visant à renforcer le capital humain et à améliorer la nutrition des populations djiboutiennes, la santé maternelle, infantile et juvénile. Il reflète également l'engagement fort de Djibouti à investir dans les premières années de la vie, une période cruciale pour le développement cognitif et physique des enfants. Je vous propose d'écouter à présent la secrétaire générale de l'UNFD et la vice-présidente. Nous célébrons aujourd'hui l'engagement de celles et ceux qui œuvrent chaque jour au cœur de nos communautés en étant au plus près des familles, des femmes et des enfants. Cette formation menée dans le cadre du projet de mobilisation communautaire pour une meilleure nutrition illustre notre volonté commune de renforcer les compétences communautaires et d'améliorer la santé et le bien-être des populations. Elle a été rendue possible grâce à la collaboration exemplaire entre nos institutions. Je tiens à exprimer notre profonde gratitude au ministère des Affaires sociales et de la Solidarité ainsi que la DDS, partenaires clés du projet dont le leadership et la présence sur le terrain ont été déterminants dans la mise en œuvre du projet. Je salue également l'engagement constant du ministère de la Santé dont les organes techniques ont formé un appui précieux pour le transfert de compétences. C'est avec une grande fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui, à l'occasion de la clôture de cette formation axée sur le dépistage précoce de la malnutrition chez les enfants. En ma qualité de représentante du peuple, couplée à une longue expérience de professionnels de santé, il va de soi que ces thématiques capitales de la malnutrition trouvent un écho en moi. La problématique est également au cœur des réflexions politiques et des programmes de santé publique. Sur le terrain, j'ai pu constater combien le dépistage précoce et le suivi régulier sont essentiels pour protéger la vie et le développement de nos enfants et adolescents. En effet, un enfant malnutri prend un mauvais départ dans la vie. Cela représente un lourd handicap pour sa vie et pour l'ensemble de la société. Non, avec cet extrait de l'ambassadeur du Japon auprès de Djibouti. C'est aussi un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour cette cérémonie de clôture de formation. Je tiens spécialement à exprimer ma sincère gratitude à tous ceux qui sont concernés pour la réalisation de cette formation. Ce projet est financé
à l'auteur de 2,5 millions US$ à travers des fonds japonais de développement social et mise en œuvre par la Banque mondiale témoigne de l'engagement du Japon dans l'amélioration de la situation nutritionnelle et de la santé des enfants et des mères à Djibouti. Cette initiative s'inscrit pleinement dans le cadre de la déclaration de Yokohama, adoptée lors du TICAD 9 en août dernier, dans laquelle le Japon a réaffirmé son engagement à améliorer la situation reproductive, maternelle, néonatale et infantile, ainsi que renforcer le système de santé en Afrique. C'est un honneur pour moi de participer aujourd'hui à cette cérémonie qui marque la fin de la formation des mères conseillères et des agents communautaires dans le cadre du projet Mobilisation des communautés pour une meilleure nutrition, mis en œuvre par l'ADDS et financé par le gouvernement du Japon, que je remercie ici, avec qui nous entretenons de très bonnes relations. Chères mères conseillères et agents communautaires, vous avez suivi une formation avec sérieux et engagement. Grâce à ce projet, vous êtes désormais mieux outillés pour aider vos familles, vos voisins à améliorer leur alimentation et leur santé. Vous devenez des actrices et des acteurs de santé dans vos quartiers et de véritables ambassadrices de la nutrition. Votre rôle est essentiel car vous êtes proche des familles et vous comprenez leurs besoins. Ce projet nous rappelle un principe fondamental. Les soins de santé primaires exigent de partenariats solides et une approche intégrée. C'était donc l'extrait de l'ambassadeur du Japon et le secrétaire général de la Santé. Sans plus attendre, la ministre s'est exprimée en ces termes durant cette journée. Permettez-moi tout d'abord de rendre un hommage appuyé à l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Depuis sa création, cette institution emblématique accompagne avec constance et détermination le gouvernement dans la promotion du bien-être des familles, l'autonomisation des femmes et la protection des enfants. Sous le leadership éclairé de sa présidente, son Excellence Hajia Khadra Mahmoud Haït, l'UNFD n'a eu de cesse d'être un partenaire fiable, mobilisateur et profondément engagé pour les causes sociales. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour lancer les formations du projet de mobilisation communautaire pour une meilleure nutrition mené par l'ADDS. Au total, 135 participants ont bénéficié de cette session. Chères participantes, participants, vous avez donc pu renforcer vos compétences dans les domaines essentiels tels que la nutrition, la santé maternelle et infantile, le dépistage communautaire de la malnutrition et du retard de croissance, l'animation sociale, ainsi que la sensibilisation des jeunes à la santé sexuelle et reproductive, à la prévention des drogues, du CAT et aux bonnes pratiques alimentaires. Cette formation s'inscrit donc dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de filets sociaux de sécurité conduits par le MAS et la DDS à travers le Programme national de solidarité famille, qui constitue le socle de notre action auprès des ménages vulnérables. Ce programme vise à garantir la sécurité alimentaire, à réduire les vulnérabilités et à créer des conditions nécessaires à un développement durable au capital humain au profit des ménages les plus vulnérables. Ces ménages perçoivent un transfert monétaire trimestriel de 30 000 francs. Depuis son lancement, par son Excellence Monsieur le Président de la République, Al-Haj Ismail Omar Guelleh, ce programme a permis d'accompagner et de soutenir des personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Cependant, nous sommes conscients qu'un appui financier seul ne suffit pas à transformer durablement les conditions de vie. C'est pourquoi la stratégie nationale de la protection sociale non contributive pour le renforcement du capital humain prévoit autour du PNSF un accompagnement social intégré conçu pour apporter un soutien global et cohérent aux familles. Ce dispositif met l'accent sur la nutrition, car améliorer l'alimentation des femmes enceintes, des mères et des jeunes enfants revient à investir directement dans la santé et le potentiel de notre nation. Il intègre également la bancarisation des ménages au sein des caisses populaires d'épargne et de crédit afin de renforcer leur inclusion financière
sécuriser les transferts et encourager l'épargne et l'autonomisation économique. Dans la page magazine, la réforme pour la gouvernance, un chantier majeur engagé par Djibouti pour moderniser ses institutions et rapprocher l'État des citoyens. Transparence, efficacité, lutte contre la corruption, autant d'objectifs qui visent à bâtir un pays plus solide et plus juste. Mais concrètement, en quoi consiste cette réforme et comment va-t-elle changer le quotidien des Djiboutiens? Élément de réponse dans ce grand format. À Djibouti, une nouvelle page de l'histoire institutionnelle est en train de s'écrire, la réforme pour la gouvernance. Derrière ce terme parfois technique se cache une ambition simple mais essentielle. Rendre l'État plus efficace, plus transparent et plus proche de ses citoyens. Car la gouvernance, ce n'est pas seulement une affaire de loi ou de règlement. C'est la manière dont l'État gère ses ressources, prend ses décisions et surtout sert sa population. Dans un pays comme le nôtre, au carrefour des routes maritimes et commerciales, cette réforme n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour accompagner le développement et garantir la stabilité. Concrètement, la réforme touche à plusieurs domaines clés. D'abord, l'administration. Trop souvent perçue comme lourde et lente, elle doit désormais se transformer. Grâce à la digitalisation, les services publics deviennent accessibles en ligne. Demander un document, obtenir un papier officiel, suivre une procédure. Autant de démarches simplifiées qui doivent changer le quotidien des citoyens. Ensuite, la gestion des finances publiques. Chaque franc de l'État doit être compté, tracé, contrôlé. L'objectif est clair, réduire les gaspillages, orienter les ressources vers les véritables priorités et faire en sorte que l'argent public profite directement à la population. Écoles, santé, infrastructures, autant de secteurs où la bonne gouvernance devient un levier de progrès concret. Mais cette réforme va plus loin. Elle s'attaque aussi à l'un des défis majeurs de toutes les sociétés, la corruption et les passe-droits. Ici, le message est fort. Les règles doivent être les mêmes pour tous. La transparence et l'intégrité ne sont pas des slogans, mais les fondations sur lesquelles repose la confiance entre l'État et ses citoyens. La gouvernance, c'est aussi une culture nouvelle, celle d'un État qui rend des comptes, d'institutions qui assument leurs responsabilités et de dirigeants qui placent l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers. Au-delà des textes et des réformes, c'est un véritable pacte moral qui s'engage, un pacte avec les entrepreneurs qui réclament des procédures claires et rapides. La réforme pour la gouvernance de Djibouti n'est pas seulement une réforme administrative, c'est un projet de société. Un cap donné vers un État moderne où chaque décision sert l'intérêt de la nation. Dans une région traversée par des défis sécuritaires, économiques et sociaux, Djibouti fait le choix de la transparence, de la rigueur et de la confiance. Un choix qui engage l'avenir, un choix qui prépare le pays à relever les défis de demain. C'était donc un magazine de la rédaction. La ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation, Mariam Hamadou Ali, l'ambassadrice de l'Union européenne, ont lancé conjointement, donc officiellement, le projet e-Skill, un programme d'envergure de 7 millions d'euros mis en œuvre par Expertise France pour une durée de 4 ans. Projet qui marque une nouvelle étape dans la stratégie nationale de transformation numérique et de développement des compétences de Djibouti. Un levier structurant pour l'inclusion numérique et la croissance économique du pays. Le projet e-Skill vise à renforcer les compétences numériques et entrepreneuriales des jeunes, et des femmes et des professionnels tout en soutenant la compétitivité du secteur privé et la création d'un écosystème numérique dynamique, inclusif et résiliente. En ligne avec la vision de Djibouti 2035, la feuille de route Smart Nation et du plan national de développement 2025-2030, ce programme positionne Djibouti comme un hub régional des compétences numériques et d'innovation. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour donner le coup d'envoi sous votre leadership, Madame la Ministre, et avec votre appui important, Monsieur le Président, du projet e-Skills qui connecte l'avenir, les jeunes,
le renforcement des compétences, le développement du numérique pour le développement des compétences. Et surtout, c'est l'intérêt et la valeur commune que nous promouvons ensemble, et ceci sous la bannière de l'initiative Global Gateway et de tout notre partenariat. Je me dois de le dire aussi que aujourd'hui commence le sommet Union européenne-Union africaine. Son Excellence le Président est là. La bannière du sommet est vers la paix et la prospérité à travers le multilatéralisme. Le digital fait partie de la prospérité et des facteurs de progrès de l'avenir. Et c'est pour cela que je pense que ce lancement aujourd'hui est d'autant plus symbolique, puisque à Djibouti, ce partenariat Global Gateway se concrétise dans beaucoup d'initiatives digitales. Voici donc l'intervention du président de la Chambre des commerces, Youssouf Moussa Douali, qui a remercié l'Union européenne pour le financement de ce projet. Ce projet e-skills donne aussi une valeur ajoutée de notre coopération, de notre collaboration avec le partenaire, je dirais, important que l'Union européenne, les partenaires professionnels qu'est Expertise France, mais aussi avec les partenaires du secteur public comme du privé. La Chambre de commerce, qui est historique, qui est un partenaire aussi dans sa mission principale de coordonner et de collaborer avec l'ensemble du secteur privé, participe et participera aussi aux événements et aux missions qui lui est dévouée. Encore une fois, je dirais merci à l'Union européenne, à Madame l'ambassadeur, de cette collaboration, de votre disponibilité surtout, des programmes que nous développons ensemble. Avec votre équipe, nous sommes toujours disposés à être utiles, à apporter notre contribution en tant que représentants du secteur privé, et surtout de valoriser ce programme qui est un programme qui avait démarré avec nous dans le cadre du projet numérique avec le MEDEF international, qui a atterri au bureau de l'Union européenne et qui a été aujourd'hui, je dirais, un projet qui donne un sens à notre mission commune. Voici l'intervention de la ministre de l'économie numérique, Mme Hamdou, qui illustre le projet e-Skills et sa vision. Depuis plusieurs années, Djibouti a engagé un mouvement résolu vers la transformation numérique, porté par la vision Djibouti 2035, renforcée par la feuille de route Smart Nation et désormais consolidée dans le nouveau plan national de développement 2025-2030. Toutes ces stratégies convergent vers une même conviction. Aucune transformation numérique ne peut réussir sans un investissement massif dans les compétences humaines. Les enseignements tirés de notre livre blanc des compétences numériques confirment cette nécessité. Notre pays doit accélérer la montée en compétences de ses talents, qu'il s'agisse des jeunes formés ou non formés, en quête d'emploi, des femmes qui souhaitent entreprendre ou des professionnels appelés à s'adapter à des métiers en mutation profonde. C'est précisément dans cette perspective que s'inscrit le projet e-Skills. Grâce au soutien de l'Union européenne et à la mise en œuvre d'Expertise France, ce programme constitue une réponse structurée, cohérente et ambitieuse aux besoins identifiés dans notre écosystème. Il vise simultanément à renforcer l'employabilité, à stimuler l'entrepreneuriat, à améliorer les compétitivités des entreprises en diffusant les compétences numériques nécessaires aux métiers d'aujourd'hui et de demain. Au cœur du programme, le déploiement du Djibouti Code Campus. École 42, Djibouti marque un véritable saut qualitatif, une pédagogie innovante, gratuite et accessible à tous, qui ouvre enfin les portes de l'excellence numérique et une nouvelle génération. Bien plus qu'un campus, c'est un moteur d'accession sociale et d'employabilité qui préparera des talents capables de transformer durablement notre économie.
L'ambition des skills est profondément inclusive. Grâce au déploiement des maisons du numérique dans les régions, nous rapprochons les compétences digitales de chaque citoyen des régions de l'intérieur. Un espace digital connecté sera mis à disposition des citoyens. Des espaces entièrement connectés offriront un accès direct aux outils, aux formations et aux services numériques de chacune des régions. De plus, le projet renforce directement les capacités du secteur privé, en partenariat à travers la Chambre de commerce et le Centre de ressources du secteur logistique. Voici une commission de la législation de l'administration générale parrainée par l'honorable Salmaki Moussaari pour une commission des finances et de l'économie générale qui a réuni donc dans la salle de la commission numéro 1 de l'Assemblée nationale les membres du Parlement représentés par le ministre du Commerce, Mohamed Semadirié, à l'ordre du jour de cette séance qui portera sur l'examen du projet de loi 193 de l'année 2025, 9e ligne portant sur l'approbation des comptes financiers de l'ODEPIC pour l'exercice 2024. Autre commission, une commission de législation, de l'administration générale et des droits humains, paradis par Kaltoun Farah Saïd, a réuni aujourd'hui dans la salle de la commission numéro 2 de l'Assemblée nationale les membres du Parlement et les membres du gouvernement à l'ordre du jour de cette réunion portant le projet de loi numéro 190 de l'année 2025, 9e ligne portant sur la création de la Chambre des notaires. En marge de la 21e conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, érigée par l'ANI, le sommet mondial de la République Djibouti déployé par la diplomatie offensive menée par l'ambassadeur d'Aïdi Barkhama. Sa délégation a saisi cette tribune internationale pour présenter sa vision stratégique visant à positionner le pays comme acteur émergent dans l'échiquier industriel régional. Tenue à Riyad du 23 au 27 novembre, cette grande messe du développement industriel a servi de cadre à Djibouti pour affiner sa feuille de route. L'objectif affirmé étant donc triple: consolider les échanges autour des paradigmes des développements durables, protester donc activement les partenariats stratégiques dans le domaine de numérisation et l'innovation, identifier ainsi les solutions techniques susceptibles d'accélérer sa transformation industrielle et structurelle. Au-delà des sessions plénières consacrées aux orientations futures de l'OIDI, la délégation djiboutienne a pris part activement aux ateliers de haut niveau, se concentrant donc particulièrement sur les transitions énergétiques et agroalimentaires. Ces participations ciblées reflètent une volonté claire d'aligner le développement économique national du pays sur les impératifs globaux et la résilience des sobriétés carbone. Pour l'Arabie Saoudite, pays hôte, donc l'événement a été présenté par son ministère de l'Industrie et des Ressources minérales. Direction la Ville Blanche, dans le cadre de la préparation du projet de Djibouti pour la résilience des eaux souterraines et l'approvisionnement projet dit d'IRESA, phase 2, financé par la Banque mondiale à hauteur de 31,5 millions de dollars US. Cet atelier de consultation publique a été initié par ARTA dans la salle des réunions du Conseil régional en présence du préfet de la région. Cet atelier consultatif a vu la participation des représentants de la société civile, de Tajora, ainsi que des notables et chefs coutumiers de la localité. Cet atelier de consultation présente donc une participation accrue et font donc l'éventail des bilans de ce projet. Les besoins de la région en termes des ouvrages, par exemple, parce que dans ce projet, il y a toute composante dédiée
pour les ouvrages des eaux souterraines, notamment la construction de nouveaux forages, la réhabilitation de forages, la construction des AEP. Et il y a aussi un volet sur les eaux de surface pour compléter un peu ces ouvrages d'eau souterraine, notamment des seuils de recharge, ainsi de suite. Voici une intervention sous la même thématique. Pouvoir penser à partager avec nous les problématiques de la région. Je peux dire que c'est une première démarche qu'il faut aussi partager avec la communauté qui sont dans l'arrière-pays. Nous connaissons des besoins. Il y a aussi les intéressés qui sont mieux placés que nous aussi. Si nous travaillons ensemble pour la communauté, je pense qu'on peut réussir mieux. Il n'y a jamais du parfait. Ça, on est conscient, ça n'en démontre pas. La région a ses spécificités. Il doit, d'une manière ou d'une autre, être inclus, qu'ils doivent participer d'une manière effective à tout projet qui se réalise dans la région. À ce que, de la préparation, il faudra qu'il y ait un terme de référence qui porte sur... il faudra à ce qu'il y ait un terme de référence exclusivement qui se porte sur la responsabilité de la région. Et de là, passons dans l'actualité hors de nos frontières, notamment l'ONU qui veut garantir une représentation efficace des pays en développement. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exhorté les dirigeants du G20 à user de leur influence pour lutter contre les barrières commerciales, rappelant que ces obstacles désavantagent systématiquement les pays en développement et freinent leur intégration dans l'économie mondiale. Selon lui, les politiques de protectionnistes et les mécanismes de taxation appliqués dans certaines régions accentuent les inégalités entre nord et sud, notamment dans les secteurs agricoles, technologiques et industriels. Guterres a également souligné que les pays en développement font face à un accès limité des financements internationaux. Il a toutefois rappelé que le secrétaire d'État de l'ONU ne dispose pas du mandat nécessaire pour reformer directement les grandes instances mondiales. C'est Stratouf. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti. Restez avec nous, les infos continuent.